Merci. La mienne fait écho en tout cas à la deuxième, donc certainement la première. Et je vais vous présenter du coup un point de vue qui est plutôt pas de la proposition de projet, mais de règles, de cadres, de comment en fait on va fabriquer cette vie de nature et aussi vivre cette vie de nature. Donc moi c'est pas la première année que j'interviens, hein, je suis une classique à cette journée d'études, mais avant j'avais vraiment axé sur le fabriquer la ville nature, et là comme on en est dans une dimension plus participative, plus ancrée aussi dans le quartier, dans le lien, je l'ai plus axé sur fabriquer mais vivre aussi la ville nature. Alors je vais essayer d'aller vite mais d'être complète. Je fais toujours un peu une introduction sur les leviers de la nature en ville, que moi j'ai décidé totalement arbitrairement de séparer en deux, avec des leviers qui sont très réglementaires, des lois, des documents réglementaires que je vais devoir quand même un petit peu vous présenter, parce que j'imagine que je suis face à un public qui est pas forcément hyper habitué à tous nos super acronymes de type SRADET, SDAGE, SCOT, PLU, etc. Il y en a certains oui, mais d'autres peut-être moins. Tout ce qui est aussi les arrêtés, des arrêtés qui peuvent être ministériels, ça on l'a déjà entendu, mais aussi préfectoraux, donc un peu plus sur le local. Et puis moi ce que j'appelle des leviers volontaristes, donc en fait tout ce qui dépasse ce côté réglementaire, on a plein de règles, mais on a des actions qu'on peut faire en plus, en tout cas moi avec la casquette ville et Eurométropole, institution publique. Je fais aussi toujours une petite intro, donc je vais vous réexpliquer les documents réglementaires pour vous expliquer de quoi je parle après, mais aussi une petite intro un peu nécessaire sur la partie écologie. Je ne sais pas si ça a été présenté avant, les côtés tram vert et bleu, non, alors on y va. Moi je vais avoir tendance à parler de plein de trucs et à avoir un langage très technique scientifique qui est pas toujours hyper clair, donc je prends un tout petit peu de temps pour le développer. Ce que j'appelle la TVB ou trame verte et bleue, c'est du coup un concept qui a été créé il y a déjà quelques temps pour justement réussir à intégrer de la nature dans la planification et dans l'aménagement de la ville. La trame verte et bleue, du coup, c'est en fait ce qu'on a défini comme étant un réseau de réservoirs de biodiversité. Donc on a des gros réservoirs, des grosses forêts sur le territoire de Strasbourg, je vais vous le montrer après, vous les imaginez, la forêt du Neufville-Kirch, la forêt de la Robertsau sont des réservoirs. Et puis après des corridors, donc c'est des choses qui vont connecter ces réservoirs, qui sont pas forcément d'un seul trait, qui peuvent être par petits pas, on appelle ça des pas japonais, ça a peut-être changé depuis, ça reste pour l'instant en pas japonais, des corridors discontinus, et donc du coup on parle de vert et de bleu parce que le vert représente tout ce qui va être végétation, forêt, le bleu c'est la connexion des habitats, tout ce qui est plutôt aquatique. Aujourd'hui, et avant je le mettais, mais je vais vous le mettre ici plus tard, on s'est mis à se poser la question aussi des trames noires, parce qu'en fait la biodiversité, les espèces vivent énormément aussi dans la nuit, contrairement à nous. Donc nous, comme on vit le jour, on s'était arrêté à vert et bleu, et en fait on s'était pas rendu compte qu'il manquait le noir, qui est vraiment un élément essentiel, parce que il y a 60% des insectes et j'ai oublié mon pourcentage de mammifères, 30% de mammifères il me semble, qui vivent sur des périodes soit la nuit ou crépuscule et aube, et donc des moments qu'on nous on n'avait pas bien identifiés comme étant importants, ou les moments où nous on éclaire beaucoup parce qu'on voit plus rien. Donc voilà, on a toutes ces différentes trames qui existent, et la trame verte et bleue c'est cet outil de planification qui va nous permettre, et je vais vous le montrer après, d'avoir un cadre de comment on fait la ville nature. Ça fait c'est un peu obligatoire. En gros, ce que je vous présente ici, c'est un entonnoir de documents réglementaires. En France, comment on fait la planification et l'aménagement? On le fait en entonnoir. Donc chaque région va définir ce qu'on appelle un SRADET, un schéma d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires. Ça, c'est la région, elle va dire, nous, on pense qu'il faudrait qu'on ait ces objectifs-là pour l'aménagement. On a ces grandes régions naturelles, il faut qu'on les prenne en compte, on a des corridors. Donc on va avoir un premier plan. Ce premier plan va être inclus dans des plans plus locaux au niveau d'un bassin de vie qui s'appelle un SCOT, un schéma de cohérence territoriale. Donc ça, c'est au niveau d'un grand bassin de vie. On va se dire, dans ce bassin de vie, il y a tel et tel objectif, il faut faire attention à ça. Il y a des milieux naturels qu'on va définir un peu plus précisément. Et puis après, il y a nous. Donc quand je dis nous, c'est au niveau Eurométropole.
On va créer ce qu'on appelle un projet d'aménagement et de développement durable. C'est des choses qui restent sur du long terme. Et ça va nous permettre de définir un PLU, un plan local d'urbanisme. Sur l'Eurométropole, il est intercommunal. Ce plan local d'urbanisme, c'est la règle absolue de comment on fait la ville. Qu'est-ce qu'on a le droit de construire, dans quelle forme, à quel endroit, avec quelle modalité. Et en fait, moi, je vais pas tout vous présenter un PLUI, hein, c'est un truc, ça se présente en carton carrément, c'est tellement gros. Par contre, ce dont je vais vous parler, ça va être dans l'Eurométropole, comment la nature, on l'a inclus là-dedans pour pas que ce soit un oublié. C'est pas si vieux que ça, hein. Ça fait, alors nous, notre PLUI est entré en vigueur en 2016, et c'est à partir de 2016 qu'on a essayé vraiment de se dire, mais en fait, il n'y a pas juste des zones constructibles, non constructibles, hyper naturelles, mais il y a peut-être des choses à faire en plus, ce qui permet après de faire des écoquartiers. Si vous n'avez pas ces règles-là, on pourrait faire tout ce qu'on veut et n'importe quoi, et dans l'immobilier, on va pas se mentir, c'est pas toujours... Alors, petite présentation rapide du territoire, parce que souvent on connaît Strasbourg, parce qu'on vit à Strasbourg, en plus là on est à Strasbourg, mais est-ce que vous connaissez les 32 autres communes de Strasbourg ? Sûrement pas. La dernière fois on m'a dit que Bischwiller faisait partie de l'Eurométropole, et c'était pas juste quelqu'un avec qui je discutais dans la rue, hein, c'était lors d'une réunion très sérieuse par un acteur d'animation des entreprises qui disait « Oui, Bischwiller, l'Eurométropole ». Pas du tout. L'Eurométropole, elle est composée de 33 communes, dont Strasbourg. Hein, vous voyez bien que Strasbourg est quand même un gros morceau de l'Eurométropole, et qui représente 340 km², avec maintenant on est à 500 000 habitants. Je le présente parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un territoire qui est très équilibré. Donc on a, en termes d'occupation des sols, on a un tiers du territoire qui est occupé par des régions plutôt naturelles, un tiers avec des terrains agricoles et un tiers avec de l'urbanisé. Donc finalement, c'est assez équilibré alors qu'on est sur une grosse métropole avec une énorme ville-centre, mais on va le voir qui est assez intéressante sur le point de vue naturel. Comme du coup cette année il y a un zoom sur le quartier de Cronenbourg et de l'écoquartier Brasserie, je me suis permise de vous faire une petite présentation en plus en introduction sur ce quartier en particulier, et de vous faire ressortir particulièrement tout ce qui a trait à la nature et un peu à la surchauffe urbaine. Donc la photo que vous voyez ici, c'est la photo avec la surchauffe urbaine, avec plus c'est rouge, plus il fait chaud, et plus c'est vert, moins il fait chaud. Et donc l'écoquartier Brasserie, il est moins pire que la zone marché-gare normale, mais il est quand même pas, et que la zone centre-ville comme vous voyez, quand même pas encore hyper frais, contrairement à la jolie zone que vous voyez ici, et qui est là vous voyez les limites de la ceinture verte, qui est quelque chose que je vais vous développer après, un outil. Vous voyez que sur l'écoquartier Brasserie, il est proche d'un espace vert, proche de lotissement, de jardins familiaux, que vous voyez en fait les toutes petites parcelles vert clair, et d'un gros parc, le parc de la Bergerie qui est au nord. Mais à part ça, il est pas encore dans un endroit qui est super naturel. Alors là, à chaque fois, hein, je vais vous présenter la trame verte et bleue aussi, vous allez me dire mais il n'y a pas de nature. Il y en a, mais en fait ça dépend à quel point on zoome. Ça dépend ce qu'on regarde. Vous voyez que vous avez des arbres d'alignement, des arbres à l'intérieur d'îlots sur du privé. Moi, là, je m'arrête à un extrait qui est sur le public. Qu'est-ce qu'on va gérer? Qu'est-ce que nous, sur le quoi on intervient? Et du coup, si on regarde la trame verte et bleue de l'Eurométropole, j'arrête pas de passer à différentes échelles. Hein. Ville, Eurométropole, quartier. Si on regarde la trame verte et bleue de l'Eurométropole, le quartier de Cronenbourg, il existe même pas en vert. On dirait qu'il y a rien dessus. Et donc c'est très important de comprendre en fait aussi cette notion d'échelle dans la planification urbaine. Dans la planification urbaine, au tout départ en 2016, il y avait que ça, et du coup le quartier Cronenbourg, il n'était pas identifié comme étant particulièrement intéressant pour tout ce qui était déplacement et vie des espèces. Je vous parlais du coup de trame verte et bleue, donc ça c'est la cartographie officielle. Vous voyez en fait les différents réservoirs qui sont nos grandes forêts, mais aussi des bassins liés à des rivières. Donc la Bruche, et en bas c'est le Brudeland de l'eau.
Voilà, donc en gros, toutes ces parties vert foncé sont les parties de réservoir de biodiversité. Le vert clair, c'est les corridors, donc qui suit beaucoup en fait le réseau hydrographique, tout ce qui est rivières et canaux. Et puis on a certaines poches un peu particulières qui sont associées à deux espèces que vous voyez ici en flou, le crapaud vert et le grand hamster d'Alsace en marron. Donc voici ce qu'on présente comme étant les éléments naturels de l'Eurométropole. Cette trame verte et bleue, en fait, elle a été intégrée au PLU, donc elle a été identifiée. Il y a eu des travaux de fait sur qu'est-ce qu'on considère comme naturel, des études écologiques, des études d'occupation des sols. Et puis ensuite, on en a fait, on a essayé de l'intégrer au mieux. Donc la carte que vous voyez est un peu différente parce que c'est un extrait des zones avec un zonage N naturel et A agricole. Donc parfois, ce sont pas des milieux, les milieux agricoles, c'est pas forcément des milieux toujours accueillants pour la biodiversité, mais qui sont non constructibles. Donc en fait, là, vous avez vraiment le non constructible versus constructible en blanc. Et donc en fait, on commence par du règlement écrit. Donc on a un article dans ce règlement écrit qui dit dans certains zonages, c'est pour ça que je vous fais un peu certains zonages, donc on va saucissonner la métropole pour savoir qu'est-ce qu'on construit où, et dans certains zonages on va obliger à avoir un pourcentage de pleine terre, donc on doit garder des zones où on peut planter des arbres, des haies. Un coefficient de végétalisation, vous imaginez bien que sur la grande île de Strasbourg, on peut difficilement dire que sur les toutes petites parcelles toutes serrées, on est obligé d'avoir de la pleine terre autour d'une nouvelle construction. Donc là, on accepte qu'il n'y ait pas forcément de pleine terre, mais qu'il soit nécessaire de végétaliser en façade ou en toiture. Des plantations d'arbres sur des parkings ou des plantations d'arbres de manière générale dans l'espace public. Donc ça, en fait, ça va être vraiment, je vous ai mis en fait les trucs très larges, mais selon si vous êtes en U2B, je vous dis n'importe quoi, en UX3, c'est assez terrible, hein, on va pas rentrer dans le détail, mais selon en fait l'endroit précis où vous avez un projet d'aménagement ou de construction, vous allez avoir des règles très précises pour prendre de la nature en compte. Le règlement graphique, c'est ce que je vous ai montré ici, hein, c'est les zonages, c'est la décision des zones A, B, U pour tout ce qui est à urbaniser. Et moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est les surtramages. Donc, définir tout ça, des zonages, un règlement écrit, ce sont des choses qui sont réglementaires. Avoir un article détaillé sur l'environnement, c'est déjà un petit peu un truc en plus. Et l'Eurométropole est allé encore plus loin et justement aller à une déclinaison qui dépasse simplement l'identification de la trame verte et bleue avec des zones naturelles inconstructibles, qui allait sur de l'analyse fine quand on zoome sur un quartier, quand on zoome sur des rues, pour essayer de protéger au maximum son patrimoine naturel. Donc on a fait ce qu'on appelle des surtramages, donc ça c'est un travail d'urbaniste d'identifier du coup avec une identification de terrain, mais d'identifier du coup des choses en plus. Alors dans les surtramages, on a intégré des marges de recul, notamment autour des cours d'eau. Donc on a des zones inconstructibles. Alors des fois vous allez me dire c'est pas, je sais pas si j'ai un pointeur. Des fois vous allez me dire c'est pas très logique et ça c'est en fait faire la ville aussi au fur et à mesure. Ici on a donc un cours d'eau qui se trouve là. On a une zone de recul où il est interdit de construire et puis en fait des fois ça a déjà été construit historiquement et donc notre marge de recul elle vient recoller la rivière. Mais on fait en fait la ville aussi avec comme elle a déjà existé, hein, on va pas raser des maisons parce qu'on avait défini une marge de recul. On ajoute aussi des trames qu'on appelle, alors on a toujours des super noms, hein, éléments participants aux continuités écologiques. Celle-là on l'appelle le PCE évidemment. Cette trame en fait c'est une trame qui va permettre de définir de manière très fine des zones donc de bois, des zones de ripisylve, donc la végétation autour des cours d'eau. De bosquets, de haies, de vergers qu'il faut préserver. Et là où on rentre dans la super dentelle, c'est les trames espaces plantés à conserver ou à créer. Donc sur ces trames-là, on est sur des zones
Voilà, vous voyez UCB, UC1, UB1 qui sont affichés, donc des zones de construction. Sur ces trames-là, on est sur des zones constructives, mais nous, on décide de mettre un surtramage en plus pour mettre des règles spécifiques de protection des espaces naturels. Donc, quand on est dans une trame EPCC, oui, c'est EPCC celle-là. Quand on est sur de l'EPCC, donc sur certains cœurs d'îlots, sur certains espaces publics, on va pas avoir le droit de construire une piscine. On va pas avoir le droit de construire une terrasse. Donc je vous le dis parce que ça peut être aussi intéressant. Un jour vous habitez quelque part, vous êtes propriétaire, vous devenez propriétaire. Jetez toujours un œil à cette règle parce que on peut nous influer sur l'espace privé, donner des règles sur l'espace privé et vous aurez pas le droit. Si vous le faites, vous avez des amendes. Et là nous du coup on va faire ce travail très très fin. Vous voyez l'échelle du coup, c'est des échelles de maison pour définir des espaces où on ne pourra pas construire, en tout cas pas faire n'importe quoi. On peut quand même couper des arbres. Parce que là, ça peut être de la gestion, l'arbre il est malade, la ville peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. Malheureusement d'ailleurs, parce que souvent on a des citoyennes qui nous disent mon voisin il veut couper tous ses arbres, mais j'ai vu qu'il y avait un truc sur le PLU. Et vous pouvez essayer de lui parler, on peut vous donner des arguments pour essayer de le convaincre de pas couper tous ses arbres, mais on va pas jusqu'à la coupe d'arbres. On pourrait, des fois on peut aller jusqu'à du très fin sur un PLU et sur justement cette construction de la ville. Quand je parlais aussi du côté volontariste et de dépasser la règle, la base, donc là vous l'avez déjà vu, les surtramages, l'article 13 qui est très détaillé, c'est déjà des choses que l'Eurométropole fait en plus. Mais nous on allait encore plus loin quand on a fait du coup ce PLUI en 2016. On a créé une OAP tram verte et bleue. Ouais, je parle vraiment avec des super acronymes, c'est terrible. Une fois, j'avais une volontaire service civique qui venait de la IR et à la fin de son service civique, elle nous a fait un poème avec tous les acronymes qu'elle avait appris. C'était super. L'OAP, c'est une orientation d'aménagement et de programmation. C'est des pièces complémentaires à un PLU qui sont obligatoires, donc il faut qu'il y en ait. Mais sur les thèmes, en fait, on fait ce qu'on veut sur les OAP. Souvent, on a ce qu'on appelle des OAP sectorielles, donc on a notre grande règle et puis on va faire de la règle fine sur certains secteurs qui sont un peu plus compliqués où on peut pas juste dire là vous construisez à telle hauteur et là vous construisez pas. On va aller creuser un petit peu. Ça fait aussi écho assez à la présentation d'avant et au projet, c'est-à-dire que comment on imagine un projet, comment on va le faire s'intégrer avec tout un paysage. Vous avez vu avant plein d'exemples de représentation de projets. Au niveau de cœur d'îlot, encore plus grand, on creuse vraiment sur un projet en particulier. L'OAP, c'est ça va être sur un secteur. Là, ça va être compliqué sur les 10 prochaines années, donc on va faire une règle vraiment très très fine, de la dentelle de règles. Et nous, on a décidé d'en faire une sur la trame verte et bleue. Alors, c'est quelque chose bonus, en plus, c'est un complément aux règles que je vous ai présentées, de on construit pas, on s'écarte de tant de mètres de la rivière ou pas. Et du coup, c'est une OAP thématique, donc sur un certain thème, pour essayer de bien vous le présenter. Et comme là, on va un peu dans le détail, c'est super cohérent avec ce que vous avez dit juste avant, et c'est parfait. Dans cette OAP TVB, elle existe pour que l'Eurométropole essaye d'accompagner au maximum les porteuses de projets dans de la construction en fait de projets qui soient le plus vertueux possible et le plus écologiquement viable possible. Donc travailler sur des aménagements d'espaces publics végétalisés qui vont accompagner les voies principales, mais beaucoup aussi des espaces de transition. On en a parlé juste avant, hyper important, avoir de la transition entre le bâti privé et l'espace public. C'est super à un niveau vécu de personnes, mais ça en termes de vie des espèces, donc pas un loup, un lynx, ils vont pas vivre ici, c'est certain. Par contre, les oiseaux, les insectes, les plantes, l'exemple que vous voyez ici en 2, c'est parfait pour toutes ces espèces-là, et ça leur permet d'exister, alors que sur l'exemple 1, vous avez rien du tout. Et un autre exemple, donc tout ça c'est tiré de cette OAP qui est une petite vingtaine de pages. Un autre exemple qu'on essaye du coup de donner, c'est de travailler avec les franges et les lisières. Hyper important aussi. On peut voir on en voit plein, des tendances à, on a une parcelle, on a une opération immobilière, on va construire jusqu'au bord. Ça crée beaucoup de problèmes. Alors, c'est pas foufou pour la biodiversité, mais ça crée beaucoup de problèmes pour l'humain aussi. Parce que quand vous habitez en bordure d'un champ,
Un champ, il s'y passe plein de choses. Et il s'y passe des produits. Et il s'y passe des fertilisants. Et du coup, là, d'un coup, un jour, vous aérez votre chambre le matin, et puis vous prenez une bouffée de trucs que vous savez pas trop ce que vous êtes en train de respirer et que vous devriez pas respirer normalement, parce qu'un agriculteur, lui, il porte des EPI, des choses de protection pour ne pas respirer. Et là, vous ouvrez votre fenêtre et puis vous lavez dans votre chambre, chez vous. Donc ça, c'est hyper délétère pour tout le monde, pour la biodiversité, mais aussi pour l'humain. Alors que si on travaille sur des franges ou des lisières où on a un recul, on se dit je m'installe dans un endroit où il y a de la vie. Vous en avez parlé aussi juste avant. C'est pas juste l'humain qui arrive et qui fait ce qu'il veut, mais en fait on s'intègre dans un système vachement plus global. Et on peut aussi se dire on va se mettre avec un recul, on va planter des haies ou des arbres qui vont arrêter les dérives éventuelles de produits. Alors normalement un agriculteur ne va pas utiliser de produits quand il y a du vent, parce que du coup maintenant on fait ça. Ça fait pas si longtemps, mais on maîtrise pas tout, et puis il y a ceux qui respectent et qui respectent moins. Et en faisant ça, vous vous assurez que ça se passe mieux, et vous laissez aussi aux espèces la possibilité du coup de se déplacer un peu plus facilement et de pas tomber sur plein d'humains au même endroit. Alors dans le faire fabriquer la ville nature, il y a beaucoup de choses qui continuent de se mettre en place. Là, je vous ai présenté la règle, comment on construit la ville, dans quel cadre, comment on essaye de limiter l'impact de l'humain. On va encore un peu plus loin. Depuis quelques années maintenant, c'est un projet qui s'est bien développé sous cette municipalité. C'est le projet de la ceinture verte de Strasbourg. Et ça fait partie des projets volontaristes qui vont encore un peu plus loin, dont je vous parlais au début. Qu'est-ce que c'est la ceinture verte de Strasbourg ? En fait, c'est une ceinture de glacis, de forts historiques, parce qu'avant Strasbourg, il y a eu toute une ceinture pour protéger la ville avec des forts militaires un peu partout. J'imagine que vous connaissez le bastion 14. Là, je pense que je parle au bon public. Le bastion 14 est clairement en fait une marque, un reste de ces forts militaires, et on le voit bien qui sont dans des zones très vertes, avec aussi des berges, des canaux. La ceinture verte de Strasbourg, là j'ai des notes, c'est 1400 hectares. Donc ça, sur le périmètre historique, en fait, que vous voyez, 1400 hectares, et c'est 36 kilomètres de berges. Donc 36 kilomètres, en fait, d'espaces qui sont plus ou moins naturels, mais quand même plutôt naturels. Toute cette zone-là, autour des canaux, c'est des zones que vous aviez vues sur la carte de Trame verte et bleue du début. Donc c'est vraiment des zones très, très importantes, intéressantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de cette première image sur la surchauffe urbaine. Ça sortait en vert pétant, la ceinture verte de Strasbourg. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment une zone qui est très très importante pour la biodiversité, mais aussi au niveau bioclimatique et au niveau rafraîchissement de la ville. C'est en ce moment des enjeux très forts. Et c'est une zone qui va être vraiment très très importante pour la ville de demain. Et au départ, il y avait ce concept de ceinture verte qui était porté notamment aussi beaucoup par des associations. Et puis, depuis 2020, c'est plus simplement un projet d'une association, mais c'est devenu quelque chose qui est vraiment un projet porté par la ville de Strasbourg cette fois, et dans lequel, en fait, on va créer des choses très particulières. Depuis 2 ans, je crois. Donc, on vous a parlé du ZAN, le zéro artificialisation nette. Nous, on fait autre chose. Eh oui, on s'est créé notre propre petit acronyme. Pourquoi on s'est créé un autre acronyme ? Parce que le ZAN a des règles assez spécifiques qui ont été pendant pas mal de temps un peu nébuleuses, qui se déclenchent aussi à partir d'opérations d'une certaine taille. Et pour des petites opérations, ça va pas forcément être déclenché. Nous, sur la ceinture verte, donc la ceinture verte, c'est un territoire d'expérimentation pour ces règles-là. Il y a eu la volonté de développer le ZIN, le zéro imperméabilisation nette. Et ouais, non, c'est pas une blague. Je vous jure. Le ZAN et le ZIN, oui, on fait ça. Pourquoi on fait ça ? Parce que déjà, artificialisation, même sur les définitions, tout le monde n'est pas d'accord sur ce que c'est l'artificialisation, sur ce que c'est l'imperméabilisation. Et donc du coup, oui, on a créé notre propre truc à Strasbourg. La règle, c'est dès qu'il y aura un projet d'aménagement dans la ceinture verte qui imperméabilise,
Donc on est vraiment sur pas, on a décidé artificialiser qu'on laissait tomber, parce que artificialiser, ça veut dire quoi? Pour moi, artificialiser, ça va être, on coupe des arbres, on met à plat et on va mettre on met un cheminement. Pour moi, c'est déjà artificialisé. Avec un point de vue d'écologue, c'est déjà de l'artificiel, parce qu'en fait, on vient rajouter de l'humain et puis on a rajouté nos espèces à nous, etc. Là, l'imperméabilisation, c'est juste de l'eau qui tombe, qui peut pas rentrer dans la terre. Vraiment la base. Et donc du coup, dans la ceinture verte, le principe c'est on imperméabilise, et bien on doit compenser en pleine terre. Alors idéalement en pleine terre, mais si c'est pas possible, ben du coup on a créé une échelle pour analyser la compensation. Je fais un exemple, je sais pas, je vais artificialiser le petit bout ici. Je dis bah regardez, j'ai désartificialisé un autre endroit, désimperméabilisé un autre endroit, et je vous ai mis un super cheminement en gravier, et l'eau, elle s'infiltre. Alors, c'est pas mal, mais si vous aviez fait la même chose avec de la pleine terre et un arbre et des haies, eh ben vous aurez un meilleur score. Donc il y a des histoires de score. Ouais, on s'embête, hein, mais on va analyser les projets. Donc c'est pour ça qu'on le fait dans un territoire d'expérimentation au début, parce qu'il y aura moins de projets et ce sera moins difficile. Et l'autre règle, c'est on désimperméabilise dans le même périmètre de cette ceinture verte. Et comme on a conscience qu'en fait c'est pas énorme et qu'on va vite galérer, il y a un périmètre élargi, donc autour de la ceinture verte, mais toujours dans l'idée de améliorer, soit directement à l'intérieur de la ceinture verte, soit d'améliorer en périmètre de cette ceinture verte, et du coup d'avoir des actions qui soient proches de l'endroit où on a imperméabilisé, mais toujours dans ce périmètre-là. Ça, c'est de la super expérimentation. On n'a pas encore beaucoup de recul sur comment ça marche. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est hyper compliqué ou pas? Mais c'est des choses qu'on essaye de lancer pour justement créer une ville qui soit plus perméable, plus durable, et où du coup, on soit, alors sur le construire la ville, sur la ville idéalement, et qu'on pousse un peu en fait justement à réfléchir comme ça, comme vous l'avez dit. Donc ça, c'est un début. On n'est pas encore bien rodé là-dessus, et comme c'est un début, on travaille aussi avec la recherche, parce que vu que pour les choses nouvelles, il y a besoin de comprendre un peu mieux. Donc la ville de Strasbourg a aussi déclenché un projet de thèse CIFRE. Donc les thèses CIFRE, ce sont des thèses qui se font à la fois avec des laboratoires de recherche, mais aussi avec un partenaire économique. Donc là, c'est nous, le partenaire économique. Et du coup, on a le projet Perméasol, qui est un projet scientifique qui va étudier les effets de la reperméabilisation sur les sols urbains. Donc, en plus de ces expérimentations, on va faire en fait cette étude de 3 ans scientifique sur, qu'est-ce que ça fait scientifiquement de décrouter un sol? Alors c'est vraiment, vous voyez ici, c'est du débitumage. Là, on étudie qu'est-ce que ça fait de décrouter un sol. On n'étudie pas ce que ça fait de ramener de la terre végétale, parce que ça, c'est pas très très écologique, d'aller prendre de la terre à côté qu'elle est bonne et puis de la remettre à un truc en disant mais là, vous voyez, ça pousse, mais on a enlevé de la terre de quelque part pour l'amener. C'est pas hyper écologique. Est-ce que ça pourrait marcher de juste on décroute? On a vu des images justement de bitume qui est pété. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse pousser? Même nous, on n'intervient pas, on ne plante rien, on laisse pousser. Et donc du coup, ça c'est un projet dont les expériences s'étalent de septembre 2023 à octobre 2025, avec présentation de résultats en 2026. Et il y a plein de paramètres qui sont étudiés: l'infiltration de l'eau, l'alchimie des sols, les micro-organismes, la végétation qui s'installe. Tous ces paramètres-là sont suivis sur 2 sites en urbain et un site un peu témoin en réserve naturelle, où on essaye de regarder comment les différents milieux évoluent. Alors si jamais vous vous rendez sur ces sites par curiosité pour Perméasol, parce qu'il y en a un qui est à Rotonde, dans le quartier de Cronenbourg, incroyable, tout dans la ceinture verte, tout se reboucle. Et du coup, si vous allez à côté de la patinoire, du coup celui que vous voyez en rotonde ici, vous verrez aussi qu'il y a une zone qui est toujours en enrobé. Si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que quand on fait de la recherche scientifique, il nous faut toujours des témoins du niveau 0. On fait rien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui chauffe le plus? Est-ce qu'en faisant rien, il y a quand même de la végétation qui vient s'installer? À quelle vitesse? Qui pousse mieux où? Etc. Donc on est en cours. Ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, et on attend avec impatience les résultats de cette thèse aussi. Dans le faire la ville nature,
Il y a aussi des démarches qui existent, qui sont portées en national, qui sont intéressantes et que je vous cite parce que du coup, toujours dans le quartier de Cronenbourg, vous en avez des exemples. J'ai un mini doute sur le label Éco-Jardin pour le parc de la Bergerie, puis j'ai pas réussi à avoir la conclusion avant de venir, mais les grands parcs de la ville de Strasbourg sont en majorité labellisés Éco-Jardin, un label national qui permet de pousser sur une gestion écologique dans les parcs et les jardins. Et par contre, ici en grand, le refuge LPO, vous connaissez la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Je le dis quand même parce que c'est encore un autre acronyme. La LPO, en fait, accompagne alors soit les particuliers qui souhaiteraient labelliser leur jardin refuge LPO. Donc moi, j'ai un jardin qui accueille les oiseaux, mais qui accompagne aussi les acteurs économiques professionnels, comme par exemple, nous, ville de Strasbourg, le cimetière ouest, cimetière de Cronenbourg, est un cimetière qui est labellisé refuge LPO, et donc il y a un réel accompagnement des études écologiques qui sont faites sur site, et du coup on essaye d'améliorer, de prendre en compte ce qui est en existant et d'améliorer encore l'accueil de la biodiversité dans ces sites. Donc labelliser des espaces naturels, rentrer dans des démarches nationales comme ça, c'est aussi une manière de faire la ville nature et de creuser encore plus dans le détail. Et puis il y a une partie qui est pas anodine d'impliquer pour la ville nature, parce que du coup c'est bien mignon si la ville de Strasbourg est là à dire faut faire ça et puis débrouillez-vous. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai toujours une petite diapositive d'intro, mais je vais aller super vite simplement pour vous dire que là je vous parle biodiversité, écologie, trame verte et bleue. Au départ, la ville a commencé à s'intéresser à tout ça en 2008. Vraiment sous le faisceau des pesticides, des produits phytosanitaires. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça parce qu'en plus, dans la région, on a une nappe phréatique énorme qui est aujourd'hui très polluée par ailleurs. Et que du coup, en fait, cette nappe phréatique, il fallait la protéger. Donc au départ, on a commencé par le zéro phyto et après, on a déroulé de plus en plus d'actions. Ça a commencé par ça. La personne qui était sur mon poste avant, ça a commencé du coup en 2011. Il y avait une personne. Aujourd'hui, on est 6 personnes en titulaire à travailler sur les questions biodiversité, écologie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pris beaucoup d'importance et d'essor, et heureusement. Du coup, on a commencé par travailler sur nos espaces, mais on s'est dit qu'il fallait impliquer en fait pas uniquement les agents de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, parce que changer nos pratiques c'est très important, mais en fait c'est pas forcément suffisant. Accompagner les citoyens et citoyennes, vous le verrez, je vais vous parler de différents programmes, c'est aussi forcément hyper important, mais il y avait aussi beaucoup d'autres acteurs qu'il fallait accompagner sur le territoire, les autres communes de l'Eurométropole, les bailleurs sociaux, les entreprises, etc. Donc, parmi les outils, c'est bon, je bouge plus. Parmi les outils qu'on a développés, on a développé une charte partenariale qui a vraiment pour but de prendre tout le monde qui n'est pas la ville et l'Eurométropole, et d'accompagner au maximum pour mettre en place des mesures qui soient favorables à la biodiversité. Donc je vais pas aller dans le détail de cette charte, mais c'est une charte qui s'adresse à plein d'acteurs. On a différents profils de signature pour donc les acteurs qui sont gestionnaires de leurs espaces, pour les acteurs qui sont, là vous le voyez, concepteurs. Donc on essaye d'accompagner. Moi je suis une agence de l'immobilière qui construit, qui fait des grands projets. Qu'est-ce que je peux faire pour la biodiversité? On essaye d'accompagner avec des actions très précises. Vous pouvez prendre en compte l'existant, faire appel à un écologue au tout début du projet pour avoir une vraie prise en compte bien fine, parce que faire du paysage et être écologue, il y a une différence métier qui est de mieux en mieux comprise, mais qui parfois rame un peu. On nous dit si regardez, on prend en compte la nature, il y a un paysagiste. Alors oui, mais on pourrait aller encore plus loin. Donc cette charte, elle essaye vraiment d'accompagner. On a plein d'actions. Et du coup, l'Eurométropole va aussi mettre à disposition des moyens pour que cet accompagnement soit le mieux possible, et qu'on passe du coup à des espaces qui sont parfois des espaces un peu tristous, qu'on appelle le béton vert, le tuyau à gazon. Ça sert pas à grand chose en termes de biodiversité. Ça fait vert, les couleurs sont là, mais c'est pas très utile pour la biodiversité. Et essayer d'accompagner pour arriver à quelque chose qui soit bien plus utile pour toutes les espèces.
Et ça, c'est un travail qui existe depuis 2012, donc ça commence à faire quelques années et on a vu plusieurs versions de cette charte. Aujourd'hui, on est sur la 3e ou 4e mouture. Si vous êtes intéressé, toutes les informations bien en détail sur le site strasbourg.eu, évidemment. Dans les démarches qui essayent d'accompagner un peu aussi des différents profils, la ville de Strasbourg a créé en 2017 la démarche Strasbourg ça pousse. Donc Strasbourg ça pousse, c'est en fait une démarche qui invite les usagers et usagères de l'espace public à jardiner la ville. Je passe tout de suite à de l'illustration. Jardiner la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait quand toutes nos tentatives pour créer un espace public qui soit plus végétal, toutes nos tentatives pour essayer d'encadrer de l'aménagement et de la construction, parfois ça marche pas trop et puis on a quand même des trucs avec des trottoirs tout gris et du coup c'est pas ni très vert ni très favorable à la biodiversité. Et du coup on a mis en place cette démarche qui permet de demander à la ville, moi j'aimerais bien créer un petit espace de nature devant chez moi et on fait de la vraiment micro-dentelle, là c'est vraiment tout petit, vous le voyez là, voilà, si vous le voyez sur cette photo là, des fois c'est des ouvertures de 20 cm, donc on fait vraiment du tout petit, mais ce tout petit, je me suis posé la question au lancement de la démarche, est-ce que c'est utile, parce que finalement on fait vraiment du minuscule. Et il y a plusieurs écologues qui m'ont dit si c'est utile parce qu'en fait ton petit truc minuscule, t'attends 1 an puis il y a des vers de terre et puis après du coup il y a des oiseaux qui vont venir, qui vont transporter des graines, ça va permettre à des espèces comme je vous le disais en termes d'insectes et même des espèces végétales de se déplacer, d'avoir ces micro corridors en fait dans la ville. Et ça c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment développer via ces projets. Donc tout ça, c'est jardiné par des usagers et usagères volontaires. C'est pas par les espaces verts, enfin le service espaces verts. Mais tous ces petits bouts de renaturation dans la ville sont aussi super importants. On espère, on a déposé un dossier pour du financement européen où on aimerait développer en fait ce concept de, alors ça fait longtemps qu'on a commencé à le travailler, mais de tissu naturel urbain. La trame verte et bleue, vous l'avez vu, c'est des gros espaces, des gros corridors. Cronenbourg, il ressortait tout gris. Pourtant, on a bien vu qu'il y avait des espaces de nature, mais nous, du coup, on aimerait bien essayer de travailler à des espaces, des micro-espaces de connexion entre ces espaces verts plus urbains et entre ces petites taches, végétalisées. Donc, si on arrive à avoir ce projet européen Interreg, on pourra travailler du coup à recréer des connexions, mais des micro-connexions en milieu urbain. Toujours dans l'idée de participer et de développer la nature. Enfin, ce que je vous ai montré avant, c'est des actions très concrètes où on va agir sur l'espace public ou sur l'espace privé avec des actions vraiment en direct. Là, je vais planter, là, je vais débitumer, etc. Il n'y a pas que ça sur la biodiversité et il y a aussi, et ça, c'est des aspects qui peuvent beaucoup vous intéresser, je pense, au niveau de didactique visuelle. Il faut aussi faire comprendre. Parce que si simplement on arrive en disant voici les nouvelles règles parce qu'il faut inviter la nature en ville, on le voit aussi et on doit le gérer en tant que ville et eurométropole, il peut y avoir beaucoup d'incompréhension. Non, la nature c'est dehors, la ville c'est ici, mais moi j'ai des abeilles qui rentrent dans ma maison, c'est terrible les abeilles. Voilà, c'est du vrai. Sur Strasbourg ça pousse, on a déjà eu des voisins qui se plaignaient en disant mais il faut me refermer ça, il y a des abeilles. Et nous on dit oui, c'est bien, justement, il y a des abeilles, c'est super les abeilles. Mais on a des soucis de cohabitation. Vous allez rencontrer la LPO, la Ligue de protection des oiseaux demain, qui vous diront, il y a carrément un poste qui s'appelle médiation faune sauvage. Pourquoi on a besoin de médiation faune sauvage? C'est parce que quand vous avez une colonie des tourneaux ou de corneilles qui s'installe dans l'arbre à côté de chez vous, oui, c'est pas forcément évident à vivre, ça fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'oiseaux, et puis d'un coup, il y a des fientes d'oiseaux, et vous glissez dessus quand vous allez au travail le matin, voir votre voiture, elle est recouverte de fientes, et vous êtes pas content. Du coup, le lien nature-ville, si simplement on dit, maintenant on change les pratiques, et la nature, elle s'invite dans la ville, et qu'on fait rien à côté, on risque d'avoir des frictions assez énormes, voire des potentiels retours en arrière, parce que du coup, on va avoir des habitants qui sont outrés, qui se disent
disent mais nous on est en train de nous dégrader notre qualité de vie, qu'est-ce que c'est que cette histoire, si je viens habiter ici, enfin si je voulais la nature, j'irais à la campagne, des choses comme ça. Du coup, il faut accompagner en fait tout ça et tous ces changements. Les sciences participatives, c'est un super moyen d'accompagner ces changements parce que du coup, c'est des manières de faire qui sont scientifiquement correctes, qui participent à une meilleure compréhension de ce qui se passe. Je vais pas aller dans du grand détail, mais on va étudier des espèces qui sont des espèces dites communes. Quand on est écologue, souvent, on va s'intéresser à des espèces rares, ou quand on est même naturaliste, on adore aller chercher l'oiseau que vraiment on voit jamais et qu'il faut rester 4 heures planqué pour essayer de le voir, et après on est super content. Alors que une mésange, un moineau, les sciences participatives, elles disent si, ça vaut vachement le coup en fait de regarder la mésange et le moineau pour plein de raisons, parce que en plus ce sont des espèces qui sont indicatrices de changements globaux, du changement climatique, de la construction justement, de la fragmentation des habitats de ces espèces. Et donc du coup on va étudier des espèces très communes. C'est plus facile, on les voit tout le temps parce qu'elles sont toujours là, ces espèces communes. Et en plus comme ça on suit des espèces indicatrices qui sont des indicatrices de changements très globaux. Donc sur l'Eurométropole, nous on a décidé d'essayer de booster des programmes qui sont des programmes nationaux portés par le Muséum national d'histoire naturelle et d'en faire de la publicité. Donc vous avez mis super affiches juste là, mais aussi de l'accompagnement. Donc on organise régulièrement des animations et on essaye de faire participer. Le but étant qu'on soit un relais de ces programmes de sciences participatives au national sur le territoire local. Il est 26, je suis pas mal, je suis quasiment vers la fin. Non, ça va aller, je vais dépasser de 5-10 minutes max. Dans le même pool de sciences participatives, l'Eurométropole a porté pendant 2 ans officiellement, un projet d'atlas de la biodiversité communale. Donc si on est réunis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une initiative qui a été créée avec l'Office français de la biodiversité. L'Office français de la biodiversité finance aussi des projets d'ABC. Ces atlas de la biodiversité, en fait, c'est vraiment des opportunités d'améliorer la connaissance de la biodiversité. Donc c'est ce qu'on a fait sur le territoire de l'Eurométropole. Pendant 2 ans, on a travaillé avec des associations naturalistes qui sont venues nous faire plein d'inventaires sur des zones qu'on connaissait mal ou pour aller chercher des espèces qui étaient rares, protégées, sur lesquelles on avait besoin d'une mise à jour de connaissances. Et on a pu améliorer notre connaissance, nous, en tant que, métropole, mais aussi avoir des super possibilités de communiquer sur la biodiversité. Et là, je vous ai mis quelques exemples. On a créé, une exposition itinérante qui va dans plein de communes, qui a pour objectif et qui a déjà bougé dans plein de communes de l'Eurométropole. Et cette exposition, c'est justement pour appréhender un peu le beau. On a plein de belles photos de milieux, d'espèces végétales, d'espèces animales, et le beau, ça peut être une bonne manière de rentrer dans la biodiversité aussi, de s'émerveiller sur oui, on a ces espèces, c'est incroyable. Donc ça, c'est une exposition en 16 panneaux en dur, 22 panneaux en bâche, qui est réservable et qui là bouge en fait dans toutes les communes de l'Eurométropole. La prochaine fois, elle sera à Egbolsheim en avril, si jamais. Toutes les informations sont aussi sur le site internet, sur la page Atlas de la biodiversité sur strasbourg.eu. Mais du coup, sur vraiment ce projet d'ABC, on s'est posé la question de aussi comment toucher, comment aller aux gens et comment faire en sorte qu'ils s'emparent en fait de ce sujet qui peut être aussi la nature. On se dit ça touche tout le monde, mais on a une vision aussi très technique, on fait des inventaires, on a des espèces protégées, etc. Du coup, on est aussi passé par du ludique. On a créé 3 balades, normalement on va continuer d'en créer, qui sont des balades ludiques. Alors évidemment, ça passe par smartphone et application, mais aujourd'hui, ça touche à peu près tout le monde. Et en fait, on se balade en étant géolocalisé dans certains endroits de l'Eurométropole. Et au fur et à mesure de votre balade, vous débloquez des jeux, des petites devinettes, des choses comme ça qui vont amener à découvrir le patrimoine naturel et la biodiversité en réel en se baladant. Et en plus de ça, on a fait, alors je vous en ai mis des exemples que j'ai déposés ici, on a créé des dépliants communaux pour que chaque commune puisse aussi s'approprier cet énorme travail qui était piloté par l'Eurométropole. Vous l'avez peut-être compris avec mes allers-retours Eurométropole, ville, mais en fait, c'est finalement
Nous, on est une grosse entité qui travaille sur des sujets globaux comme la biodiversité, comme l'eau, la gestion des déchets. Mais ensuite, il y a le niveau de la commune. Et par exemple, Oberge-Folsheim, est-ce qu'Oberge-Folsheim réussira à s'emparer de ce que nous, on va leur donner en termes d'études techniques biodiversité, voici telles espèces, voici les couches SIG, enfin le système d'information géographique, voici de la carto, débrouillez-vous. Non, on a décidé quand même on avait un rôle en tant qu'Eurométropole à accompagner aussi les communes pour faire de cette communication. Et on a fait un petit dépliant par commune où à chaque fois on essaye à la fois d'expliquer ce que ça a été l'Atlas, les données qui ont été récupérées pendant cet Atlas, mais aussi les espèces qui sont retrouvées, enfin certaines, hein, on fait des exemples, les espèces qui sont retrouvées. Alors ça c'était le schéma initial, vous verrez ici on a changé, on a des photos plutôt. Les habitats aussi qu'on peut retrouver dans cette commune et voilà, comment est-ce que la commune un peu qu'est-ce que c'est son ADN biodiversité. Donc là vous retrouverez les exemples sur la table. La ceinture verte, je vous ai parlé d'usine, je vous ai parlé de règles d'aménagement, mais c'est pas uniquement des règles d'aménagement. La ceinture verte, c'est aussi et beaucoup recréer du lien entre les gens qui habitent et ce qui s'y passe. Et donc du coup, ça a été acté par un festival de la ceinture verte qui se passe en septembre. Donc je vous ai mis toujours un petit extrait avec notamment la partie de ceinture verte qui est au niveau du quartier de Cronenbourg, mais avec énormément d'actions, avec des conférences, avec des balades, pour vraiment créer du lien entre on a un espace, on essaye de le préserver avec des règles d'aménagement, mais c'est aussi un espace où des gens vivent et il faut créer du lien entre ce qui existe, ce qu'on veut préserver et les gens qui y vivent aussi. De la même manière, la ville de Strasbourg a créé du coup en 2010 un parc naturel urbain en 2010 et puis maintenant il y en a deux. 2013 le premier, 2019 le deuxième. Qu'est-ce que c'est qu'un parc naturel urbain ? Vous connaissez les parcs naturels régionaux, les PNR ? On en a un Vosges du Nord, on en a Ballon des Vosges, pas loin. Les PNR, c'était l'idée de se dire, on a des zones naturelles larges dans lesquelles il y a un patrimoine naturel à préserver, un patrimoine historique et puis des gens qui vivent dedans. Comment on arrive à faire en sorte que tout ça, ça fonctionne et qu'on arrive à protéger tout et travailler ensemble avec un projet commun. Le PNU, c'est la même chose. Donc sur les deux, vous les voyez sur la carte là, le Île Rhin et le Île Bruche. Sur ces deux zones-là, c'est de se dire, est-ce qu'on n'arriverait pas à créer justement quelque chose où on ait une vision partagée avec les acteurs, qui soient économiques ou les personnes qui y vivent, autour de la préservation de ce patrimoine naturel et historique. Ça a donné des chartes. Il y a des chartes spécifiques pour l'un et l'autre. Chartes dans lesquelles il y a du coup des objectifs communs, où il y a aussi les règles de qu'est-ce qu'un projet PNU, par exemple un projet qui est participatif, un projet où on va travailler sur l'économique et le social, l'intergénérationnel, etc. C'est des super projets, mais c'est toujours intéressant aussi de voir, nous on est un peu les rabat-joie de l'écologie au sein de l'Eurométropole, c'est des super projets, c'est des projets où en plus on met en avant le participatif, mais souvent par exemple quand on dit il faut préserver le patrimoine vert, on nous dit du coup il faut que les gens ils aient accès aux berges et il faut que les gens il y ait des cheminements et il faut que en fait les gens ils puissent aller dedans. Et c'est là que en fait c'est aussi pas évident de construire la ville parce que ça c'est vraiment des super projets des projets très humains aussi, mais nous plein de fois on dit mais vous voulez accéder aux berges, ça veut dire que vous allez faire un escalier pour aller jusqu'à l'eau, vous coupez combien d'arbres, vous coupez combien de haies, qu'est-ce que ça a comme impact en fait pour la biodiversité, vous créez quoi comme dérangement pour les espèces, parce que nous en fait on dérange les autres espèces, on fait peur, on est gros, on est bruyant en plus, on est plein. Et donc du coup c'est toujours intéressant aussi de voir comment des projets qui sont vertueux arrivent à vraiment être bien en cohérence avec tout ce qu'on a envie de porter sur ces projets-là, et à quel point aussi on peut avoir des métiers différents qui parfois s'aident et parfois sont un petit peu en friction aussi.
Du coup, on produit beaucoup d'outils de communication. Je vous en ai mis quelques exemples sur la table si vous voulez regarder. Tout est en ligne, soit sur le site Strasbourg ça pousse, soit sur le site strasbourg.eu. Mais j'en détaille un parce que vous allez certainement en parler aussi demain. On a fait des balades nature, que ce soit la ville de Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg, mais aussi le quartier de Cronenbourg en particulier. Pourquoi le quartier de Cronenbourg en particulier? Parce que il y avait pas dans le guide balade nature ville de Strasbourg, il y avait pas de balade nature au quartier Cronenbourg. Et donc du coup, la direction de territoire du quartier s'est dit mais quand même, on a des choses à voir nous dans notre quartier, c'est un peu sympa. Voilà, je vois qu'il y a des exemples. Tu l'as à la main. Et donc du coup, il y a des balades. Nous avons des balades nature, que ce soit au niveau Eurométropole, ville, quartier de Cronenbourg, et même du coup qui est sorti là en fin d'année dernière. Un guide de balade nature au sein de la ceinture verte. C'est un tout nouveau dans le guide. Donc aujourd'hui, on a 4 différents guides de balade nature pour trouver en fait découvrir la nature dans sa métropole, dans sa commune et dans son quartier et dans la ceinture verte aussi voilà, là je vous mets un exemple pour le guide nature quartier Cronenbourg. Je vous ai mis que parce que c'est Cronenbourg Haute-Pierre Poterie, mais là je vous ai mis que le petit extrait quartier Cronenbourg, et ça du coup c'est aussi des éléments qui vous seront présentés demain par mon collègue qui travaille en direction de territoire et qui ira plus dans le détail. Et voilà, et j'ai fini. C'est pas trop mal. Je sais pas trop si je sais qu'on a un peu dépassé, s'il y a des questions ou si on a le temps. On comprend très bien votre approche, d'ailleurs remarquable de Zoom, c'est-à-dire partir du territoire, etc., etc. Si je compare un peu la situation de Strasbourg à celle de Genève, à Genève, ils sont arrivés à faire du transnational et à justement casser ces frontières administratives qui, en matière d'écologie, bien entendu, ne font pas sens. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? On a un projet justement Rhin Vivant qui a été construit. Alors franchement, moi en tant que chef de projet Ville Nature, je travaille très peu avec Kel par exemple, parce que sur ce détail-là, le côté barrière administrative, faut vraiment pas le sous-estimer. Déjà, barrière administrative entre la ville de Strasbourg et la commune de Lingolsheim, ça peut déjà être compliqué. Donc en fait en interrégional ça peut être très compliqué, j'allais dire sur la nature en ville justement quand je parlais des différents niveaux on fait de plus en plus finement, sur le niveau très fin, très urbain comme on le travaille, c'est compliqué. Par contre sur le projet Rhin Vivant, on est justement sur un projet de grand bassin écologique où là ça ne fait aucun sens ces limites administratives, et où là il y a un travail qui est transfrontalier côté France et Allemagne pour travailler sur toute une partie du Rhin dans lequel on est, parce que je l'ai pas précisé, je suis allée vite, mais nos grands réservoirs de biodiversité sont des réserves naturelles. On a 3 réserves naturelles sur la banque communale de la ville de Strasbourg, et ces réserves naturelles sont extrêmement liées avec le milieu, avec le fleuve et avec le Rhin, et ce sont des forêts alluviales. Donc il y a vraiment une importance très forte du Rhin, et ça sert à rien qu'on ait des réserves naturelles d'un côté si l'Allemagne de l'autre côté ne prend pas du tout en compte cet aspect-là. Donc ça c'est travaillé aujourd'hui avec un projet Rhin Vivant qui a dû commencer l'année dernière. Ça fait pas très longtemps qu'il a commencé. Et là on ajoute, je compléterai pour remettre une couche sur les difficultés administratives. Moi, je travaille sur la nature en ville, et puis dans une autre direction, dans un autre service, il y a des gens qui travaillent sur la nature en nature, la nature dans les réserves naturelles. Et du coup, c'est pas nous, puis c'est eux. Et c'est eux qui pilotent aussi ce projet-là, sur lesquels on a des informations, mais on fonctionne encore dans nos collectivités de manière très une direction, puis une autre direction. Et du coup, j'en ai connaissance, mais pas dans le détail. Mais il existe. Très bien, merci beaucoup. Et l'année prochaine, on travaille avec les réserves naturelles. Exactement, oui, ça fait un super pont l'année prochaine.